Je voudrais qu'on parle de l'attitude ces dernières heures, ces derniers jours des pays du Golfe, mais pas seulement, de l'entièreté des pays arabes, que vous nous expliquiez, si l'on peut l'expliquer, cette sorte de paradoxe, ces pays qui dénoncent Israël sur la scène internationale, mais qui continuent à parler dans l'ombre, qui applaudissent parfois même des deux mains la riposte israélienne en Iran, l'attaque préventive d'Israël en Iran pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, ce qui était une menace pour la totalité de la région. Est-ce qu'on parle d'hypocrisie ou est-ce que c'est tout simplement de la diplomatie? Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un grand plaisir d'être avec vous et je commencerai par féliciter l'armée israélienne pour son succès impressionnant en transformant notre région en un lieu plus sûr, lentement mais sûrement, malgré toutes les pressions internationales contre cela. Et ce qui se passe dans le monde arabe a commencé d'abord par un état d'euphorie, d'extase. Tout le monde était très, très heureux de voir le régime iranien qui a été une menace pour toute la région, en particulier dans les pays arabes, depuis si longtemps, et qui ont détruit, violé les territoires arabes et la souveraineté des pays arabes. Enfin, ce régime a été amené à se mettre à genoux par Israël et aussi plus tard par les États-Unis. Donc tout le monde était très content au début. Et puis ensuite, ils ont commencé à se poser des questions. Combien de temps et jusqu'où cette guerre va aller? Et comment ou combien cela va affecter la stabilité économique et la sécurité de manière générale. Et je pense en particulier après les attaques qui ont eu lieu hier soir au Qatar. Et d'ailleurs, je suis contre la politique du Qatar dans la région, évidemment, parce que cela joue un rôle totalement négatif en soutien de l'islamisme radical. Mais je crois que sur la base de témoins oculaires, je sais qu'au Qatar, hier, l'attaque a été véritable. Ça a été une vraie attaque, non coordonnée d'ailleurs. Et le Qatar n'a pas vu les choses arriver. Et pour l'Iran, c'était peut-être encore une sorte de réaction en tirant ensuite quelques roquettes vers l'Irak après l'assassinat de Soleimani il y a quelques années. Maintenant, ils attaquent le Qatar et pas l'Irak. Donc toute la région du Golfe, tous les États du Golfe sont aujourd'hui en danger et ils commencent à sentir ce danger. C'est pourquoi cela explique la rapidité de Trump à appeler à un cessez-le-feu qui est immature, à mon avis, pour justement rassurer et assurer la sécurité des États du Golfe. Et donc la région est en état de peur maintenant et de joie secrète derrière les portes, si vous voulez. Dalia, vous avez dit un cessez-le-feu que vous estimez immature. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien sûr, il y a beaucoup de travail encore à faire. Appeler à un cessez-le-feu maintenant, c'est comme lancer une ligne de survie au régime iranien qui était en train de s'effondrer. Il y a une seule chose qui a été obtenue, à savoir la destruction des capacités nucléaires iraniennes. C'est difficile d'attendre maintenant que l'Iran puisse reprendre son travail sur une bombe atomique ou sur l'énergie atomique de manière générale. Mais il y a encore deux choses qui doivent être obtenues avant d'appeler à un cessez-le-feu. D'abord, il faut détruire les capacités balistiques de missiles iraniens. Et c'est absolument nécessaire pour assurer la sécurité d'Israël et pour assurer aussi la sécurité des pays arabes, en particulier ceux qui sont près de l'Iran géographiquement. Et la seconde chose qu'il faut obtenir, c'est la chute du régime iranien. Ce régime doit disparaître. Et les gens disent oui, c'est vrai, mais par une révolution interne, etc. Je respecte complètement cette chose et je suis d'accord, mais ça fait 40 ans qu'on attend. Les gens se révoltent dans la rue et rien ne se passe. Maintenant, il y a une pression extérieure par les États-Unis et par Israël qui pourrait vraiment faire que cela arrive enfin. Alors arrêtez maintenant avec ce cessez-le-feu maintenant. Ça n'est pas
c'est pas la bonne stratégie à mon avis. Vous avez parlé et vous avez mentionné très rapidement la guerre qui a opposé l'Iran et l'Irak dans les années 80. Aujourd'hui, on se trouve face à une situation très particulière, c'est que l'État juif, le seul État juif de la région mais du monde entier, se trouve être celui qui semble être aujourd'hui le plus fiable pour endiguer la menace chiite. Est-ce que ça, c'est un discours qui est audible aux oreilles des pays sunnites de la région, des pays sunnites dans le monde? Est-ce que c'est pas, on se retrouve pas là dans une contradiction qui fait un peu grincer des dents tout de même? Écoutez, c'est une très bonne question parce qu'en fait, si vous regardez la manière dont la région a été divisée en termes de pouvoir politique et idéologique, vous verrez que la question des sunnites contre les chiites dans l'islam a joué un rôle énorme dans cette division de la région. Et pendant très longtemps, en fait, l'Iran a projeté la haine contre les pays sunnites musulmans, clamant qu'ils étaient les vrais gardiens de l'islam par rapport à des pays comme l'Arabie saoudite où l'islam a commencé et où ce sont les Arabes, les musulmans sunnites. Dans mon pays, l'Égypte, nous avons beaucoup de chiites chez nous, plus d'1 million de chiites vivent en Égypte, qui ont toujours été privés de pratiques religieuses, ils ont été opprimés, etc. Et la majorité du temps, beaucoup ont été arrêtés et accusés d'espionnage en faveur de l'Iran. Ils ont été accusés d'espionnage pour l'Iran, pour créer un culte chiite en Égypte, etc. Et donc, pour augmenter la quantité de chiites en Égypte. C'est très intéressant que ce conflit, d'une manière ou d'une autre, les pays arabes ont essayé de le supprimer par les moyens diplomatiques, en apaisant l'Iran, en se disant que l'Iran pourrait continuer à être frappé. Maintenant, il semble, et ça contribue quelque part à la joie de ce qui se passe pour l'Iran. Ça va terminer peut-être cette hégémonie chiite, ou son ambition hégémonique, pardon, dans la région par rapport à la majorité musulmane sunnite. Israël, l'un des seuls remparts crédibles face à l'Iran malgré tout, et puis face à cela, une espèce de solidarité arabe avec les Palestiniens qui est devenue tout de même, et on le voit, et vos propos le confirment d'une certaine façon, c'est devenu quand même un discours de façade, un discours qui ne permet que d'haranguer les foules, mais qui ne va pas plus loin. C'est même plus dangereux que ça. Les Arabes, soutien arabe à ce qu'ils appellent la cause palestinienne, la soi-disant cause palestinienne, comme je dis, parce que c'est pas ce que ça veut dire pour les gens. Il ne s'agit pas de construire un État palestinien, il s'agit simplement de détruire l'État israélien. Le soutien arabe à cela, à cette soi-disant cause palestinienne, découle de leur haine à Israël. Ce sentiment antisémite très profond qui existe dans nos communautés arabes depuis si longtemps, même sous les auspices du panarabisme ou plus tard sous les auspices du panislamisme, avec la montée des organisations islamistes dans la région après le succès de la révolution islamique en Iran en 1979 et les années 80. Donc, à cause de cela, en fait, c'est pourquoi il y a une telle haine d'Israël. Et ils disent qu'ils soutiennent Gaza et les Gazaouis et les Palestiniens, mais ce sont des mensonges. La preuve en est ce que mon pays, par exemple, fait aux Palestiniens. L'Égypte aurait pu sauver beaucoup de vies à Gaza s'ils n'avaient simplement couvert la frontière pour que les gens puissent s'échapper à la guerre. Ils ont refusé de le faire. Ils ont bloqué les gens. Ils ont doublé la taille de la muraille sur la frontière pour les empêcher d'entrer. Alors, et les étrangers qui avaient d'autres passeports et voulaient simplement passer pour aller dans d'autres pays, on leur demandait de payer des milliers de dollars pour les laisser passer la frontière. Il est précieux, Dalia, votre témoignage. Il est précieux et merci beaucoup.